Merci Denis. Et effectivement, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, pas juste vous qui êtes présents ici aujourd'hui, mais il faut savoir que au fil des années, depuis maintenant 10 ans, je vous le rappelais hier, E5T, qui est ce Think Education Tank, a fait ses émules et donc on est suivi en streaming, en direct ou en différé. Donc j'en profite aussi pour saluer tous ceux et celles qui nous suivent. Alors bien sûr, c'est un grand bonheur de vous retrouver malgré tout physiquement, puisque dans le T, je le rappelais hier, de 5T, on a territoire, on a terrain, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est là où il se passe des choses et que dans notre pays, parfois bien centralisé, on est loin de s'imaginer toutes les forces de transformation en action aujourd'hui et qui nous redonnent espoir. Et je pense que malheureusement, on est dans un moment où plus que jamais, il faut cultiver tout ce qui peut nous redonner espoir dans le futur, parce qu'on pensait avoir à gérer une crise climatique. Alors on l'a, elle est plus rapide, plus importante que jamais. Le temps est compté. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle on est engagé. Tous nos experts sont unanimes, malheureusement, en la matière. Mais à cette crise climatique, force est de constater que s'est ajoutée une crise sanitaire. Alors certains vous diront qu'elle est un peu liée aussi, pas que à la crise climatique, parce qu'on est dans des zoonoses, ces maladies qui passent des animaux aux êtres vivants, et on sait que les risques en matière de biodiversité, ne font qu'amplifier ce sujet. Le fait est que c'est une énorme crise, malheureusement, j'ai envie de vous dire, qui se résout, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, parce que les derniers chiffres, d'où la mise en garde que nous avions, ne vont pas dans ce sens. Donc, elle va s'ajouter, cette crise sanitaire, à la crise climatique. Et comme si ça ne suffisait pas, et ça commence à faire beaucoup pour les Just Human After All que nous sommes, puisqu'on démarrait avec cette chanson, vient s'ajouter cette énorme crise géopolitique avec cette horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui nous rappelle à quel point, bien sûr, nous sommes encore dépendants des énergies fossiles, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont largement, et voire plus que largement, totalement impliquées, responsables de l'accumulation des gaz à effet de serre et du CO2, et donc du réchauffement et de toute la cohorte d'épisodes climatiques extrêmes. Alors, vous allez sans doute penser que je démarre avec une pointe de lucidité, et que cette lucidité, on ne va pas ouvrir un grand débat philosophique, parce que je vais le trancher tout de suite, pour être de nature à nous rendre très pessimistes. Mais pour moi, et je le répète autant que je peux le faire, c'est une conviction forte, la lucidité ne mène pas forcément au pessimisme. Et la bonne nouvelle pour vous tous aujourd'hui, c'est qu'au fil des 10 ans de 5T, j'ai rencontré beaucoup de personnes engagées de toutes les parties prenantes, je le rappelais hier, donc des collectivités locales, des élus, des dirigeants de grandes entreprises, des start-upers, des dirigeants de PME, de TI, des enseignants, des chercheurs, des étudiants aussi. Et au fil de ces rencontres, j'ai pu me rendre compte à quel point, justement en étant lucide, on est capable de promouvoir, de fabriquer des expériences petites, grandes, qui en fait vont aller alimenter le moteur de l'optimisme, qui est aussi le moteur de l'action. Et donc, c'est avec ces mots que je voudrais commencer. L'idée qu'être très lucide, c'est certainement un fondement important de notre leadership. Et le leadership comprend toutes les émotions, ressources dont nous avons besoin pour construire le futur. Ça veut dire du courage, ça veut dire de la créativité, de l'imagination, dont Einstein nous disait que même la raison était limitée, mais l'imagination nous conduisait à un champ de possibles que nous n'imaginions même pas, et que nous n'imaginerions jamais sans deux choses:
La première, c'est la capacité à nous retrouver et à combiner les actions des uns et des autres, parce qu'on se rend compte qu'ensemble, on est dans une somme des parties et donc dans le secret des relations qui fonctionnent du 1 plus 1 égale 3. Et on voit à quel point l'intelligence collective est en train de se mettre en place. Et la deuxième chose, au-delà de ces rencontres qui sont si importantes, eh bien, il y a certainement le fait de continuer à apprendre, ou de commencer à apprendre, ou de désapprendre et de réapprendre. Et en fait, dans la période que l'on a commencé à voir émerger et qui est en pleine accélération, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de choses que nous avons appris alors dans les plus âgés, eh bien, on doit les désapprendre pour réapprendre, parce que certaines ne servent plus du tout. Pourquoi ? Parce que ce sont les fondements de notre économie qui sont en train de se transformer. Et je parle souvent, depuis quelques années, du nouveau paradigme éco-énergétique. Et ce nouveau paradigme éco-énergétique, eh bien, on a vu lors de la COP 21 à Paris qu'il allait finalement s'asseoir, se poser sur un socle fort qui est le suivant. Pendant longtemps, on a beaucoup divisé les gens en se disant, d'un côté, on a les idées de décroissance, et de l'autre côté, bon, on a ceux qui veulent croître en n'ayant rien à faire de l'environnement. Et en fait, comme souvent dans la vie, et je crois que c'est un aspect de leadership, on doit réconcilier ce dilemme et ça veut dire en clair trouver cette troisième voie où on va avoir la possibilité de croître, de refonder, de recréer une économie qui prend en compte ces externalités positives et ces externalités négatives. Et dans le nouveau paradigme éco-énergétique, c'est pour la première fois dans l'histoire, il y a 4 axes. Le premier axe, c'est pour la première fois dans l'histoire la possibilité d'imaginer de la croissance découplée de la consommation croissante des énergies fossiles. On savait que partout dans le monde, quand le PIB commençait à croître, on augmentait la croissance de la consommation d'énergie fossile. Pour la première fois de notre histoire, on peut imaginer, après la révolution industrielle bien sûr, on peut imaginer une économie où il y a ce découplage qui se met en place. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'on découvre une économie qui prend en compte les externalités positives et négatives. Je veux bien sûr parler de l'économie circulaire et de l'économie régénérative. Ça veut dire qu'il va y avoir des initiatives dans le business qui vont prendre en compte les externalités. Donc voilà, si je mets du CO2, comment je vais faire pour moi en émettre, ou positives qui vont commencer l'économie régénératrice ou qui vont prendre comme ressource des déchets, ce qu'on considérait hier comme des déchets qui se transforment en matière première. Et régénératrice, ça veut dire qu'on va commencer à réparer, des entreprises qui arrivent pour aider à réparer ce que l'on a endommagé parce qu'on ne savait pas. Donc, en même temps, je me donne une dose d'indulgence et pour les générations futures, ça ne nous excuse pas. J'ai commencé dans le pétrole et dans le gaz et on a fait ce qu'on a pu de mieux au moment, avec ce qu'on savait à une époque, et quand on ne savait pas, on faisait comme on pouvait en sachant ce qu'on savait. C'est pour ça que je suis aussi sensible à l'idée du savoir et de comprendre, parce que c'est quand on comprend qu'on commence à savoir et qu'on commence à agir différemment. Et donc aujourd'hui, on sait, et il y a des business qui se créent sur l'idée de réparer. Et c'est extraordinaire, c'est le deuxième axe, l'économie circulaire, régénérative ou génératrice, comme vous voulez. Le troisième axe, c'était une intuition lorsqu'on a créé 5T, c'est inclus dans le T de territoire et de terrain, c'est que partout, il y a des gens en action, des startups, des PME qui ont vocation à grandir. Quand on regarde le Nasdaq, eh bien 90% des entreprises ont moins de 15 ans. Nos entreprises du CAC 40 ont plus de 100 ans en moyenne. Et donc, je crois qu'on doit porter nos espoirs dans ce Mittelstand européen et français des PME et des ETI. Vous savez certainement qu'en France, nous avons un nombre de PME et d'ETI qui est très inférieur aujourd'hui à celui de nos voisins italiens, allemands, anglais. Et donc, je porte l'espoir que les startups se convertiront en PME, qui pourront grandir en ETI et que
toutes ces ressources finalement d'entreprises, de terrain, de territoire, avec des spécificités, une meilleure connaissance du terrain, on va parvenir à créer des choses qu'on n'imaginait pas. Et la quatrième dimension, bien sûr, de ce nouveau paradigme, c'est l'innovation, l'imagination. C'est la capacité à voir des choses que l'on ne voit pas. Et ça, j'aime beaucoup les thèses d'Andréou Solé qui nous parlent de nos champs de possibles et de nos impossibles. Et bien, à un moment donné, quand on change de lunettes, notre champ de possibles grandit. Et dans cette nouvelle économie, il est bien sûr extrêmement important de voir ce champ de possibles grandir. Donc voilà pourquoi on est là depuis 10 ans. Voilà pourquoi on a démarré avec des petites universités, une petite initiative à La Rochelle. Et depuis, eh bien, c'est 4 universités par an à chacune des saisons. Et certaines à l'extérieur de nos frontières. Je pense à l'Espagne, je pense à Tunis pour l'Afrique. On aura une session en Italie, au Parlement italien, au mois de juin. Et puis, ici en France, on a voulu avoir l'attention du fait d'être à Paris, puisque 5T est basé à Paris, mais les universités de La Rochelle avaient l'attention à être un territoire en dehors de Paris. On avait choisi La Rochelle parce que c'est une ville historiquement qui a démontré combien l'écologie était au cœur des préoccupations, parce qu'elle a eu la chance juste de cette ville-là de pouvoir compter avec des personnes remarquables qui se sont engagées. Les premiers vélos, les premiers Vélib sont apparus à La Rochelle. Il y a toute une historique en matière de développement durable. Et on avait évidemment la question du littoral, on avait la question de desservir les différentes îles. Et à un certain moment, et on traite tous les sujets, c'est une grande université, c'est 2 jours et demi maintenant, donc sauf dernière semaine d'août, j'en profite pour faire des bandes annonces pour les événements à venir. Et à un moment, on s'est dit, mais comment diable ne pense-t-on pas à ce territoire marin qui est d'une richesse incroyable? Et on a démarré il y a 4 ans la première édition de ces universités E5T de la transition énergétique dans le domaine maritime. Et vous avez vu que j'espère qu'on inspire un petit peu nos dirigeants. Il y a 2 ans, on a commencé à parler de la transition éco-énergétique du monde maritime. On a le président Macron qui a déclaré que le 21e siècle serait maritime et que c'est là que se jouerait la puissance, la géopolitique de demain, celle du commerce et des connexions. Et donc, on a vu apparaître les assises de l'économie de la mer. Et comment ne pourrait-on pas, nous, territoire français, avec tous nos territoires au-delà de notre hexagone, oublier que le monde marin, eh bien, c'est le transport. On aura la chance d'avoir François Soulet de Brugière qui connaît extrêmement bien tout ce domaine du transport maritime qui est plus de 50% du transport mondial. Il nous donnera des chiffres beaucoup plus précis que ce que je le fais, mais c'est extrêmement important. Qui dit transport maritime dit infrastructure, d'où le fait que nous ayons choisi de parler des systèmes portuaires, parce que sans infrastructure, il n'y a pas de transport maritime. Mais ces océans, ces mers, ce sont aussi des ressources. Alors, pour le pire, je devrais dire, parce qu'on a vu des océans de plastique appelés nouveaux continents émerger, mais on a aussi vu, pendant ces universités, des personnes aller rechercher ces plastiques, ces déchets plastiques, pour en faire de la matière première et pour en faire des produits en pointe de ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Je pense par exemple aux lunettes C2C qui va chercher partout ces matières plastiques pour en fabriquer des lunettes, ou à EcoAlf qui fait des vêtements remarquables à partir de ce plastique. Et évidemment, au-delà de ces initiatives, l'idée, c'est de nettoyer ce plastique, mais on peut y voir une ressource parce que, je vous l'ai dit, dans la lucidité et l'idée de voir positivement les choses, eh bien, on se donne le choix de voir le verre à moitié plein. Donc, puisque ce plastique est là, eh bien, autant le récupérer pour essayer d'en faire quelque chose. Et enfin,
c'est un lieu de biodiversité extrême. C'est là où vont se jouer des grandes batailles de l'alimentation. Je sais qu'on parle beaucoup des insectes, mais pas que. Et donc, comment on va préserver ce capital marin en termes de biodiversité, en termes de ressources de nourriture, qui, dans un monde dont la démographie explose, est important. Et enfin, last but not least, c'est quand même des puits de carbone extrêmement importants parce que capturer le carbone de l'air naturellement ou avec d'autres solutions que naturelles, c'est une clé de ce nouveau paradigme éco-énergétique dans le nettoyage de l'environnement. Donc, vous voyez, je suis extrêmement contente qu'on se donne un espace de réflexion précis sur la transition éco-énergétique dans le domaine maritime. Parce que la France, je le rappelais hier, c'est la deuxième façade maritime au monde après les États-Unis. Et finalement, c'est là que va se jouer, et j'oubliais, pardon pour l'oubli, qu'on a, ça a été annoncé dans France 2030, des ressources dans les fonds sous-marins en matière de terres rares ou de métaux qui sont aussi probablement à exploiter avec des bonnes méthodes d'exploitation. Donc, quand on se dit tout ça, on se dit, mais pourquoi a-t-on autant tardé ? Pourquoi diable cette économie maritime, on ne l'exploite pas? Alors, Jacques Attali, qui est un habitué des lieux, a fait tout un livre où il explique que les Français vivent plutôt en regardant Paris que la mer. Et Éric Tabarly, je rappelais la phrase hier, je la répète autant que faire se peut, parce que malheureusement, l'inconscient collectif joue dans ce que nous sommes, nous dit, pour nous les Français, la mer, c'est ce qu'il y a dans notre dos quand on regarde la plage. Et c'est extrêmement important qu'ensemble, on fasse partie des initiatives et on voit depuis Paris que, ben non, quand on regarde depuis Paris ou qu'on regarde depuis la plage, il y a un champ insoupçonné de possibles qui est en train de s'ouvrir et dont on va devoir profiter. Et donc, aujourd'hui, on va partir de ces infrastructures portuaires parce que, évidemment, comment va se créer cette transition éco-énergétique maritime, comment elle va se créer, avec quelles infrastructures, de quoi on parle. J'entends François souvent râler sur, bah oui, les carburants, vous nous dites qu'il nous faut des biocarburants, c'est des biocarburants, est-ce que c'est du GNL, c'est de l'ammoniac, est-ce que c'est autre chose en fonction de l'électricité, en fonction de ces décisions, eh bien, on ne fait pas les mêmes investissements, que ce soit dans les équipements de navigation, dans les bateaux eux-mêmes, mais évidemment que ce soit aussi dans les infrastructures. Et donc, les réflexions ne sont pas faciles à mener, ce qui explique que nous aurons une première table ronde pour essayer de comprendre comment ces infrastructures évoluent, notamment aussi avec l'hydrogène, qui fait l'objet d'un énorme plan national et européen, d'hydrogène vert ou de différentes couleurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et donc, on va au fil de la journée, à travers la méthode que nous utilisons toujours chez E5T, écouter des experts en pointe, porteurs de projets, qui vont venir nous expliquer ce qu'ils font et comment ce qu'ils font peut contribuer à changer la donne et à nous faire voir finalement des choses que l'on ne voit pas encore et qui sont de nature à nous rassurer et à nous donner des pistes d'espoir. Et je pense à tous les jeunes, à tous les étudiants qui nous écoutent. On est face à un défi, c'est un énorme défi, mais il y a énormément de leviers et énormément d'idées pour relever ce défi et pour gagner ce pari de la neutralité carbone qu'on s'est fixé, quoi qu'il arrive. Et quelles que soient les crises et quelles que soient les difficultés, les obstacles auxquels nous devons faire face. Et je tiens à le dire avec véhémence, parce qu'on passe à une période à nouveau où le leadership et tout ce qui fabrique le leadership nous met face à notre humanité. Notre humanité, c'est pas d'avoir peur, pas de se réfugier, pas de dans nos peines, pas de se lamenter, mais d'être dans l'action, d'avancer, de créer et de trouver des solutions à la mesure des problèmes, quelle que soit leur taille et quelle que soit l'énergie qu'ils vont nous demander pour les résoudre. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, évidemment, on fera une petite conclusion en fin de journée. Et je pris beaucoup de temps mais les circonstances l'exigent. Alors, pardonne-moi, Éléonore, mais j'aurais bien aimé que tu me rejoignes parce que
on a cette année décidé de faire cet événement spécifique à la transition énergétique maritime ici au Havre, parce qu'il y a des acteurs qui sont en pleine transformation. Et Éléonore fait partie des acteurs qui viennent de ce monde de l'énergie fossile, qu'elle connaît extrêmement bien, et qui ont pris des positions importantes, différentes, sur des nouveaux projets, dont l'hydrogène. Alors, je voudrais bien que tu nous dises quelques mots sur cette transformation et ce qu'elle demande à nous, personnellement, en tant que personne, individuellement, en tant qu'individu, dans l'entreprise, parce que ce n'est pas facile de se déformater, et les perspectives et l'énergie que ça nous donne avant de rentrer dans toute une journée de débat qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, Éléonore. Oui, bonjour à tous. J'ai exposé hier le métier en fait, et l'activité de notre entreprise, peut-être rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, le groupe Pisto a un actif important qui est la CIM, donc la compagnie industrielle et maritime qui est basée au Havre, qui est un opérateur du port, de la zone portuaire depuis plus de 100 ans. Et qui est un spécialiste de la logistique pétrolière. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on ne possède pas le pétrole, mais on le stocke et on le distribue pour nos clients, donc qui sont les raffineurs, les GMS, les stocks de réserve, enfin, tous les aéroports, évidemment, etc. Donc, je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, Myriam, et ce qui est vraiment important, c'est qu'on a donc, de toute façon, c'est une concession, donc on a une mission de service public, et aujourd'hui, tous, on est encore très tributaires, et je pense pour un certain temps encore, des hydrocarbures qui sont encore dans le paysage. Alors certes, la consommation baisse, mais ils sont encore dans le paysage pour un certain temps. Nous, ce qu'on s'est donné vraiment comme mission, et c'est dans cet esprit-là qu'on soutient et qu'on est partenaire de 5T, c'est qu'on a une vision du monde de l'énergie avec énergie avec un S. Alors je ne voudrais pas plagier l'un de nos grands clients que je ne citerai pas, mais on voit bien qu'on est dans un monde de transition. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution, enfin il y a des solutions, il y a des sujets techniques, il y a des sujets financiers qui se posent, et on s'est donné comme vocation d'accompagner la transition énergétique. Alors du pays, parce qu'on est un acteur important pour le pays, et à notre échelle de la région. Donc vous le verrez cet après-midi, on a deux interventions où on va vous développer notamment notre projet hydrogène. J'en dis juste quelques mots, c'est un projet qui vise à adresser de la mobilité urbaine et la mobilité portuaire. Marion et Guy vous en parleront tout à l'heure. Et cet après-midi, le gérant de la CIM vous exposera dans quelle mesure ce qu'on regarde et ce qu'on fait pour accompagner la transition énergétique au niveau de la zone portuaire. Donc j'ai parlé hier des biocarburants, il y a tout un tas de nouveaux sujets qui arrivent. Alors il faut résister à la frustration qu'on peut avoir, parce que tout se fait malheureusement dans un temps long, parce que c'est des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des modèles financiers qui ne sont pas encore complètement aboutis. Et puis, comme on l'a vécu dans le passé avec la mise en place des énergies renouvelables classiques et traditionnelles, ça prend du temps. Ceci étant, on est dans une approche vraiment volontariste, optimiste et décomplexée, et on souhaite avancer. Merci beaucoup Éléonore, et merci pour ce soutien, puisque E5T, voilà, c'est un fonds de dotation, donc ça vit finalement de la mise en commun de nos idées et de nos moyens. Donc voilà, sans plus entendre, mon cher Denis, je vais te passer la parole pour passer